Alors d'abord, avant de commencer, déjà, qu'est-ce que l'ergonomie? Parce que c'est bien de dire l'ergonomie web, mais déjà il faut commencer par qu'est-ce que l'ergonomie. Alors tout le monde a peut-être un petit peu son idée, travaillant dans le web quand même c'est mieux, mais on va repartir quand même des bases. Donc là c'est la définition Wikipédia, donc qui va être un peu lourde, mais je vais quand même la lire. L'ergonomie, c'est l'étude scientifique de la relation entre l'homme et ses moyens, méthodes et milieux de travail, et l'application de ces connaissances à la conception de systèmes qui puissent être utilisés avec le maximum de confort, de sécurité et d'efficacité par le plus grand nombre. Alors c'est un peu indigeste comme ça. En gros, c'est de l'étude, de l'application. Donc on étudie quelque chose, on applique, et on essaye de faire des systèmes donc, qui puissent être utilisés avec le maximum de confort, c'est-à-dire voilà, une fluidité, de sécurité, je vais revenir là-dessus, et d'efficacité, c'est-à-dire très rapidement. Et par le plus grand nombre, on verra qu'attention, le plus grand nombre, ça ne veut pas dire tout le monde, ça veut dire le plus grand nombre, on verra qu'il faut bien déterminer qui est ce plus grand nombre et qui sont cette cible. La sécurité, on ne parle pas ici de sécurité informatique, bien que ça pourrait l'être, mais ici on est plus sur la sécurité, alors quand on est sur l'ergonomie physique, ça va être la sécurité du corps, c'est-à-dire éviter de se blesser. Là, sur l'informatique, on va plutôt être sur la sécurité de ne pas faire de mauvaises actions qui pourront entraîner des choses. Genre par exemple sur Facebook, une mauvaise ergonomie pourrait entraîner de partager des données avec les mauvaises personnes. Voilà, c'est ça. C'est pas sur la sécurité des données, les mots de passe, etc. On ne parle pas du tout de ça. Et donc, pour le plus grand nombre. Donc l'ergonomie web, c'est un petit enfant de quelque chose de plus général. Donc on a l'ergonomie vraiment globale, qui englobe tout ce qui est en dessous, mais aussi bah voilà, une table à la bonne hauteur, des chaises, un escalier, etc. Et là-dedans, on peut revoir que la cible est importante. Par exemple, un escalier, il va être ergonomique parce qu'il va y avoir une dimension de marche, etc. Parce qu'on prend une cible de personnes valides, capables de monter un escalier. Si on prend des personnes en chaise roulante, ça ne va plus du tout être ergonomique, bien sûr. Mais par contre, faire quelque chose d'ergonomique pour un handicapé en chaise roulante, ça va plus être optimal pour quelqu'un qui va être valide. Donc c'est pour ça que c'est très important de prendre une cible et d'essayer de toucher le plus grand nombre dans cette cible, mais pas de toucher tout le monde. Pareil, un enfant et une personne âgée pour un escalier, on va avoir le même problème. Ensuite, donc, un petit peu plus restreint, on va avoir l'ergonomie IHM, donc interface homme-machine, donc qui va bien sûr pouvoir contenir les logiciels et l'ergonomie, mais qui va contenir un volant dans une voiture, on interagit, on va avoir les boutons, des jauges dans une usine, etc. Tout ce qui va nous permettre d'avoir une interaction avec une machine quelle qu'elle soit. En dessous, donc on a l'ergonomie logicielle, donc là, c'est un peu plus dans le domaine. Ça va de Word à tous les logiciels, donc en Link, ça va être les interfaces de gestion de banque et à la poste. L'ergonomie logicielle, donc ça va de Word aux lignes de commande, aux gestions d'interface, etc. Et en dessous, on a un petit enfant qui est l'ergonomie web, qui va être très proche aujourd'hui du logiciel, mais qui va avoir quelques conventions et quelques contraintes un peu plus drastiques, entre guillemets, parce qu'on va avoir des problèmes de connexion et on va avoir un environnement qui va être le browser, qui va juste être légèrement différent. Mais globalement, c'est à peu près ça. Par contre, il faut se mettre sur la... Hop. Donc, qu'est-ce qu'une interface ergonomique? C'est d'abord l'utilité, répondre à un besoin. Vous ne répondez pas à un besoin, vous pouvez vous acharner tant que vous voulez, ça ne servira à rien. Ensuite, on a de l'utilisabilité. C'est bien de répondre à un besoin, mais maintenant, c'est bien d'y répondre rapidement, sans erreur, le plus facilement possible. Ça, c'est à peu près ce qu'on appelle une interface ergonomique. Et donc, à chaque fois qu'on étudie un problème ergonomique, on va toujours prendre ce contexte, c'est-à-dire un utilisateur défini. Alors, quand je parle d'un utilisateur, c'est pas une personne, c'est pas Jean-Pierre, mon pote de machin, c'est vraiment une tranche d'utilisateurs avec un objectif dans un contexte. Et ça, c'est super important le contexte parce que, en fonction de là où on est, surtout maintenant avec le web mobile, on peut avoir des contraintes différentes. Alors bien sûr, on va essayer de faire au mieux, on ne sera jamais parfait, mais on peut considérer que notre utilisateur type, il va plutôt être à cet endroit-là, à ce moment-là, et donc on va pouvoir développer des fonctionnalités qui correspondent. Donc déjà, on peut considérer, est-ce que l'utilisateur en a besoin? Donc, par exemple, si on prend on va prendre par exemple une application, enfin un site web mobile pour avoir, enfin web tout court, parce que pour avoir des horaires de cinéma, tout simplement, bah, bien sûr, on va vouloir donner des horaires de cinéma à tout le monde, c'est notre vocation. Mais pour étudier un problème, voilà, des fonctionnalités, on va étudier, par exemple, un adolescent qui a besoin, donc un objectif, c'est aller au cinéma avec ses amis. Il va plutôt faire quoi? Il va plutôt aller sur son smartphone, on va considérer qu'il est plutôt en cours. Alors, soit il fait en cours, pas bien, soit il fait à la récré, mieux. Mais globalement, ça, c'est un cas de figure où on peut commencer à réfléchir. Parce que si on réfléchit en général, on va pouvoir faire des fonctionnalités un peu générales, mais jamais répondre vraiment à un besoin.
là on peut considérer, comme il est en mobile, on va lui proposer peut-être des fonctions de géolocalisation, puisqu'il est proche de chez lui, il cherche une salle proche de chez lui. Si jamais par contre on considère que notre utilisateur de base c'est quelqu'un qui est un fan de cinéma, qui a plutôt 30 ans et qui est plutôt derrière son ordinateur avec IMDb d'un côté, Allociné de l'autre et qui est en train de se faire son programme de la semaine parce qu'il va tous les soirs au cinéma, bah, la géolocalisation, ça n'a pas un grand intérêt puisque c'est un utilisateur récurrent, mieux vaut lui sauvegarder ses informations. Donc c'est pour ça que c'est des choses, mais si jamais on considère que c'est des utilisateurs one-shot, donc qui vont plutôt arriver une fois et qui ne vont pas revenir au bout de 3 mois, proposer des sauvegardes de données pour un emplacement requis, ça ne sert à rien. Est-ce que ça va revenir? J'espère pas. C'est pas gagné. Ok, bon, on va faire ça. Ça sera une derrière ou comment ça se passe? Il y a la souris. Donc ah, la technique, c'est pas pour ce soir. Ah bah, c'est la détection de mouvement. Pour bouger un peu plus. Allez, ouh. Donc voilà. C'est pour ça que c'est important toujours de réfléchir à quelque chose, à un utilisateur, à un moment, un objectif et dans un contexte donné, c'est plus important. Ensuite, on a l'utilisabilité, donc réussir à combler le besoin, c'est l'efficacité. Mais ça, en général, quand on fait quelque chose, on devrait y arriver quand on fait une app. Par contre, ce qui est vachement important, et l'optimisation où elle arrive, c'est avec l'efficience. C'est réussir rapidement avec le moins d'erreurs possible. Et c'est là où c'est important, par exemple, sur notre utilisateur qui était en mobile, lui proposer de la géolocalisation pour trouver les salles autour de lui, bah, ça va se fluidifier son expérience plutôt qu'ils doivent taper un code postal ou une ville ou autre. Et c'est là où c'est important d'avoir l'efficience, c'est d'essayer d'enlever toutes les frictions et qu'on oublie un peu l'interface et qu'on ait juste accès à l'objectif. Donc ensuite, ça, définissez vos utilisateurs. Donc c'est bien des groupes de personnes avec c'est bien des groupes de personnes. Alors il peut y avoir une cible principale et des cibles secondaires. Faut pas avoir 200 cibles principales. Il faut mieux éviter, sinon ça va être très compliqué. Mieux vaut avoir deux cibles principales et des cibles qui vont être satellites autour de ça. Alors il y a plusieurs façons pour le faire. Pour les tout petits projets, c'est au feeling. On demande aux clients, quelles sont vos cibles principales, essayer de les hiérarchiser. Est-ce que c'est des particuliers, est-ce que c'est des professionnels, dans quel cadre, etc. Après, quand on arrive sur des projets un peu plus complexes, on a la technique des personas. Donc là, ici, on a les personas de Mailchimp. Alors, c'est la version affiche, mais ici, ils sont des fiches complètes. Alors, à quoi ça sert, ça? Ça sert à mettre un faux nom, un faux vrai prénom, un faux vrai nom et une fausse vraie photo sur quelqu'un. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est un peu gadget. Mais en fait, ça sert à quoi? Ça sert que si jamais il n'y a qu'une seule personne, la personne qui est en charge de l'ergonomie, par exemple, qui fait ça, ou le chef de projet qui fait ça dans son coin et qui ne les partage pas, ça sert absolument à rien. Par contre, ça sert que si jamais tout le monde a une image en tête, et là, par exemple, chez Mailchimp, on a Mario, Elisa, Ada et André. À partir du moment, en réunion, quand on commence à aborder une feature, on va pouvoir réfléchir, ok, cette feature, elle sert à qui? Si jamais ça répond à aucune des personnes, donc avec les prénoms, parce que tout le monde l'a en tête, puisque c'est personnifié, là, ces affiches-là sont chez Mailchimp affichées, donc tout le monde les a en permanence. Bah, ça sert à rien. Mais par contre, si jamais j'en arrive, on a besoin d'améliorer l'API et que l'API, on se dit, bon, bah, ok, c'est cool, tout le monde, toute l'équipe, elle est au taquet parce que c'est l'équipe de dev qui est dessus. Et elle va se dire, ok, bon, maintenant, on met ça dans l'interface principale. Ouais, mais l'interface principale, là où il y a tout, c'est peut-être pas ça. Il n'y a qu'un utilisateur qui est André, qui est développeur. Mieux vaut réfléchir à lui mettre dans un endroit qui va lui être spécifique à lui, avec une doc spécifique, mais pas aller affluer ça sur tout le monde, puisque il n'y a qu'un utilisateur sur l'ensemble des cibles qui va être intéressé. Donc ça sert à ça, les personas. Ça sert aussi à argumenter, c'est-à-dire que quand quelqu'un va dire la fonctionnalité ne sert pas à grand-chose, elle va pas dire moi je trouve que ça sert à rien. Elle va dire est-ce que ça va servir pour André? Parce que est-ce que ça va servir pour Mario? Est-ce que ça va servir pour telle personne? Et là ça devient intéressant et pour le coup tout le monde connaît à force que André c'est le développeur, il n'y a plus besoin de dire ouais, mais pour un développeur de l'âge de 30 ans qui aime ça et ça et ça. Et en fait ça va permettre de fluidifier les différentes relations dans l'équipe pour pouvoir justifier de certains soucis, certaines fonctionnalités, justement se dire bah attends là telle personne le process il est compliqué. Donc ça les personnages il faut leur trouver des objectifs, enfin, leur mettre des objectifs. Par exemple si jamais Ada elle est réceptionniste, bah, on va réfléchir à qu'est-ce qu'elle fait au long de sa journée, quelles sont les tâches principales et qu'est-ce qu'elle veut absolument pas faire. Elle veut pas mettre le nez dans l'API par exemple. Donc on va peut-être pas proposer un truc qui renvoie vers l'API en plein milieu de l'écran si jamais c'est un utilisateur.
Donc, ce qu'on pourrait penser, là, quand je vous dis, c'est qu'on a l'ergonome, etc. Donc l'ergonomie, ça serait le boulot de l'ergonome. Dans la réalité, c'est pas ça. Il n'y a pas une seule personne qui se charge de l'ergonomie. Il y a une personne peut-être qui va avoir plus de temps pour se documenter. Il y a peut-être une personne qui va avoir plus de temps pour réfléchir au concept. Mais globalement, l'ergonomie, c'est pas du tout le boulot de l'ergonome. C'est le boulot d'une équipe. C'est-à-dire que si jamais il y a une personne qui dit « Ouais, moi je sais faire de l'ergonomie » et toute l'équipe en a rien à foutre, il n'y a aucun moyen que ça fonctionne. Donc le but, c'est vraiment que chacun ait des notions. Et qu'en fait, l'ergonome ou la personne activité, parce que souvent ça va être un designer, ou des fois ça peut être un chef de projet, ça peut être quelqu'un qui va s'occuper des contenus, peu importe la personne. Mais elle va juste servir de chef d'orchestre, de venir rajouter des petites choses à droite à gauche. Mais elle ne va pas se charger de vraiment dire bon bah voilà, c'est moi qui est en charge de l'ergonomie, maintenant faites votre boulot, puis dès que je vous dis ce qu'il faut faire, ça marche pas. On peut prendre l'exemple, un développeur qui est devant un formulaire, tout simple, il a 15 erreurs à gérer, alors il y a plein de solutions, il y a la solution, bah, il va demander à l'ergonome, ce qui est déjà, enfin la personne qui charge de l'ergonomie, ce qui est pas plus mal, mais bon, ça va faire des process pour juste des petits messages d'erreur. L'autre solution, c'est plutôt, bah voilà, il a quelques notions, plutôt qu'il de marquer code d'erreur 512 24 32 réessayer, il va plutôt réfléchir qu'il a un utilisateur derrière, il va mettre un petit message simple. Après je dis pas qu'il va tous les avoir bons, il y en a peut-être un ou deux, il va se dire bon c'est pas top, je renvoie ça à une autre personne, et puis, mais au moins il y aura une base qui sera lisible par un utilisateur. Et ça c'est vachement important, parce que quand vous avez une équipe qui commence à apprendre en fait au fur et à mesure, grâce à ça vous avez une équipe qui apprend au fur et à mesure les petites choses d'ergonomie, et donc vous avez moins en moins de choses à leur véhiculer pour qu'ils fassent des choix qui ne soient pas aberrants, juste parce que techniquement c'était plus simple. Et d'ailleurs, ce qui n'est pas toujours vrai, parce que des fois des solutions ergonomiques apportent des choix de développement beaucoup plus simples, puisqu'on n'a pas des process longs à faire, on a juste, on enlève certains champs, certaines étapes, etc., qui ne sont pas vitales, mais qui vont être un frein et qui en plus en termes de développement vont être plus longs. Un site ou une application, peu importe, 100% ergonomique, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose qui est 100% ergonomique, parce que dans un groupe de personnes, de toute façon, même si c'est un groupe de personnes assez ciblé, vous n'aurez jamais deux cerveaux qui fonctionnent de la même façon. Et de toute façon, vous allez avoir des contraintes aussi de temps, d'argent, qui vont faire que certains choix ergonomiques sont certes géniaux, mais qu'au final, vont être en termes de développement, vont être trop complexes. On peut prendre l'exemple dans les applications Google, souvent sur l'agenda, par exemple, quand on fait supprimer, on a après, au lieu d'avoir un êtes-vous vraiment sûr, vous avez un annulé. Alors c'est bien, sur des bonnes apps, c'est très bien, mais si vous avez des temps de développement court, mieux vaut mettre une petite alerte supprimer, annuler. C'est là, en termes d'ergonomie, bah voilà, vous n'aurez peut-être pas le temps de faire au mieux. Et surtout, des fois, vous avez des choses d'ergonomie, donc des règles d'ergonomie qui vont venir en opposition. C'est-à-dire que vous allez devoir faire des choix qui vont être, ça va être une espèce de compromis en fait. Vous n'allez pas avoir quelque chose qui va être inné. Des fois ça va être mieux que rien, mais de toute façon si vous avez l'autre solution c'est pire, etc. Donc vous allez ajuster tout le temps. Donc là on rentre dans le vif du sujet sur les règles d'ergonomie générale. La théorie de la Gestalt, donc la psychologie de la forme en français, puisque Gestalt ça veut dire forme en allemand je crois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre cerveau est incapable de prendre chaque élément et de les séparer. Il est obligé, quand il voit quelque chose, d'essayer d'interpréter, de faire un tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en haut à droite, là, vous voyez un vase, tête de visage, et pourtant il n'y a qu'une forme blanche. Mais votre cerveau, il va interpréter. Pareil, en bas à gauche, vous arrivez à voir un cube en 3D, alors que c'est que des ronds découpés. Et votre cerveau, en fait, il va prendre toutes les informations et il va les interpréter. Par exemple, le test de Rorschach, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un test où vous mettez une feuille, vous mettez quelques gouttes, vous fermez la feuille, et quand vous la ouvrez, vous voyez soit un papillon, soit une tête de mort, et vous êtes plus ou moins psychopathe. C'est le principe. D'ailleurs, le petit détail, si vous voyez juste une tache d'encre, honnêtement, c'est là où vous êtes vraiment psychopathe. Vous n'êtes pas capable, votre cerveau n'est pas capable d'interpréter la forme, en fait. Donc, et c'est pour montrer que le cerveau, il a vraiment ce besoin-là de toujours interpréter. Donc, il y a plusieurs lois, on ne va pas toutes les faire, mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire la loi de proximité. Ça veut dire que notre cerveau, là, il ne voit pas que des ronds jaunes, il va voir des 3 groupes de ronds jaunes. Ça veut dire que plus les choses sont éloignées, plus on les dissocie, plus les choses sont rapprochées, plus on les associe. En web, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à gauche, le designer va dire c'est nickel, moi mes marges elles sont parfaites. Et quand on est au milieu de la page, on va demander sur l'élément du milieu, le prix c'est au-dessus ou c'est en dessous? Bah, je remonte, non mais il vient au bout de la page donc il va s'en souvenir, ou il va redescendre en bas de la page pour savoir où ça commence, etc.
L'utilisateur, dès qu'il a fait ça, c'est qu'il en a déjà marre. Alors qu'à droite, on a séparé, on a mis plus d'espace entre les éléments, et tout de suite, l'élément du milieu, vous savez que le prix, c'est celui du dessous. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais vous avez des éléments que ça devient un peu complexe, c'est des éléments qui ne sont pas associés, éloignez-les. Mais rajoutez quelques marges, tant pis, ça sera un petit peu moins large, ça sera peut-être un petit peu moins parfait en termes de design pixel parfait et tout. Il y aura peut-être 15 pixels alors que c'est que des marges de 10 pixels depuis le début. Mais éloignez les choses qui ne vont pas ensemble. Ça va vraiment simplifier les interfaces. Après, vous pourrez le faire avec d'autres choses, avec des couleurs, des choses comme ça, mais vraiment, ça, par exemple, vous avez une sidebar qui n'a aucun rapport avec un contenu, rajoutez des marges. Si jamais vous ne le sentez pas, vous trouvez que c'est un peu dense. Voilà. Ensuite, on a la loi de la similarité qui est en 3 volets, donc c'est pareil, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les formes, notre cerveau va les associer, on va voir le rond, on va voir le triangle, on va pas voir des formes, on va voir des triangles et des ronds. Et ça, vous avez beau essayer, votre cerveau va le faire naturellement. Pareil pour les couleurs, et pareil pour les tailles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais un élément, par exemple un bouton panier, va être orange avec, je sais pas, un petit icône, etc., bah, faites en sorte que les étapes suivantes, quand ça va être passé le panier, etc., le bouton soit toujours orange pour qu'on voilà, on comprenne qu'il faut passer par cette étape-là, puis par cette étape-là, puis par cette étape-là. Vous amusez pas à changer la couleur du bouton à chaque étape, parce que sinon l'utilisateur va être paumé. Si jamais il y a une étape validée et que l'étape d'après, donc qui est orange, et que l'étape d'après, le bouton validé, il est bleu, et que le bouton annulé, lui, pour le coup, redevient orange, enfin, vous comprenez. Alors ça paraît très bête dit comme ça, mais ça arrive. Vraiment. Et ça peut vraiment complexifier une interface qui reste simple en soi. Mais parce que sur le moment, on trouvait ça plus joli pour harmoniser la page, parce que voilà, en termes de couleurs, ça harmonisait. Alors, ça va, il n'y a qu'un designer dans la salle, je ne vais pas me faire taper dessus, mais l'ergonomie est plus importante pour moi que le design. Le design est une surcouche visuelle qui peut être très bien, mais quand on parle d'applicatifs qui doivent faire quelque chose, qui n'est pas juste une œuvre d'art, notamment dans le web, même en print, l'ergonomie est très très importante parce que si jamais on a une affiche et qu'on est incapable de comprendre la date, l'heure, etc., et que les dates sont mélangées, ça reste plus important quand même de comprendre l'information puisque c'est le plus premier. La surcouche jolie, c'est bonus. Ensuite, on a la loi de Fitts. La loi de Fitts, ça dit le temps pour cibler un élément dépend de la distance et de la taille de la cible. Ça veut dire quoi dans la vraie vie? Ça veut dire retire là, plus la cible est loin, plus la cible est petite, plus c'est compliqué, plus c'est grand, plus c'est proche, plus c'est simple. En web, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un ordinateur, on a une souris, on a un curseur, et ce curseur il se déplace dans un écran. Et ce curseur, on l'utilise pour cibler comme au tir à l'arc. On a une cible, c'est plus simple normalement, mais on l'utilise pour cibler. Et donc le fait de déplacer un curseur, même si jamais un écran c'est pas la taille d'une piscine olympique, c'est très petit, ça demande quand même un temps. Et plus l'élément va être petit au final, et plus ça va être compliqué de cliquer dessus. Et ça peut paraître anodin comme ça, mais regardez des personnes non averties, ça peut vite être handicapant si jamais des petits liens sont collés les uns aux autres, etc., et que les cibles sont toutes petites, et qu'à chaque coup on doit se balader au milieu de la fenêtre, etc., ça peut vite être compliqué. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire agrandissez les zones visibles, si jamais vous pouvez. Alors ça, visuellement, ça sera plus impactant. Si jamais c'est votre action principale, vous en profitez. Et ça vous permet d'avoir des zones plus grandes à cliquer. Alors, pour les développeurs web, je pense qu'il n'y en a pas dans la salle, mais j'espère pas, toute la zone visible est cliquable. C'est pas juste le valider en texte blanc qui est cliquable, parce que ça, je le vois encore. Et non, ce qui ressemble à quelque chose de cliquable, faut le faire cliquable, quoi. Il y a pas... Après, tu as toutes les personnes qui... Ça marche pas, là, si, il faut cliquer sur le texte. Ah oui, c'est con, ah oui, c'est bloqué développé. Après, si jamais le côté visuel vous dérange, vous pouvez agrandir les zones virtuelles, vraiment. À gauche, là, le lien, il n'y a que le texte qui est cliquable, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que là, visuellement, il n'y a que ça qui est visible, qui est cliquable, donc les gens vont quand même cliquer dessus. Mais si jamais vous avez un doute sur le fait que les gens vont vraiment cliquer dessus, vous pouvez agrandir les zones virtuelles, donc soit en rajoutant des paddings sur le web, soit en rajoutant un pseudo-élément qui va se caler par-dessus avec moins 10 pixels tout autour, ou moins 20 pixels. Ce qui fait que ça va être cliquable. Alors ça, c'est sur le web classique, c'est pas trop gênant encore, mais même ça peut être un avantage, mais c'est surtout sur mobile. Notamment par exemple les boutons pour changer de langue ou les boutons pour se connecter qui pourraient être en haut à droite. Le problème, c'est que sur un mobile, on a la barre avec la batterie, etc., qui des fois est active en fonction on peut descendre, etc. Et au-dessus, on a souvent la barre de navigation. Et si jamais le lien est juste en haut à droite,
nous, quand on a l'habitude d'utiliser son téléphone, on ne va pas cliquer trop en haut à droite parce que sinon, on sait qu'on va activer le rafraîchir la page ou afficher les marque-pages, etc. Donc, on va cliquer un petit peu en bas à gauche. Si jamais le lien n'est pas assez grand, on va pas y arriver. On va cliquer à côté plusieurs fois avec un pouce qui n'est pas super précis. Et donc, pour le coup, sur ces éléments-là, c'est intéressant d'avoir une zone un petit peu plus grande qui va permettre, comme ça, naturellement, je clique en haut à droite, je vais avoir une action qui se déroule. Ensuite, donc, pour diminuer les distances, alors là, il y a deux petits exemples. Celui à gauche, il faut savoir que ce n'est pas un mauvais exemple. C'est juste que celui à droite peut être meilleur que celui à gauche. Qu'est-ce qui se passe? Celui à gauche, au début, on a l'interface qui est visible classique. On clique sur supprimer, qui est en haut à droite. Et ensuite, on a un élément qui s'affiche et votre article sera supprimé définitivement, annulé, supprimé. Ça veut dire que j'ai cliqué en haut à droite de mon écran. Et plus mon écran va être grand, et plus je vais avoir une distance importante. Donc ça va si jamais je l'ai qu'une fois à faire, si jamais c'est une tâche répétitive, à chaque coup faire ça, ça peut vite être agaçant. C'est d'ailleurs ce qui est assez agaçant sur le êtes-vous vraiment sûr, à chaque coup c'est ce qui peut être agaçant. Et là on a supprimé. À droite, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur supprimer, on a juste une petite info, et on a juste à descendre de quelques pixels, quel que soit l'écran, puisque ce sera toujours la même taille, et là pour le coup on valide. Autre petite chose sur la loi de proximité qu'on a vue tout à l'heure, on voit qu'ici il y a remarqué supprimer, et ici il y a marqué oui. À gauche, bon, la chose à pas faire, c'est oui, non. C'est les trucs où il faut relire le message, il faut savoir l'action qu'on va faire, donc ça c'est assez désagréable. Mais ici on remet supprimer. Pourquoi? Parce que le bouton peut être plus ou moins loin, donc assez distant, et en plus il est sur un autre plan, puisqu'on a l'effet d'overlay qui arrive par-dessus. Donc étant sur un autre plan, on va avoir du mal à associer tout de suite. Je dis pas que 99% des gens vont l'avoir en moins d'une seconde, mais ça va être un temps de réflexion. En recliquant sur supprimer, on ne réfléchit pas. Ici, on va pouvoir mettre oui parce que les éléments sont tellement proches que de toute façon, les éléments sont proches, sont sur le même niveau et ont la même couleur. On va comprendre que c'est supprimer oui directement. On ne va pas avoir besoin de supprimer, ce qui ferait d'ailleurs une redite qui serait peut-être un peu plus lourd. Donc voilà pourquoi la petite différence entre les deux en termes du wording. Mais sinon, voilà, le fait d'avoir une action répétitive qui va du en haut à droite de l'écran, pareil sur les listes. Sur les listes, si jamais vous avez un truc pour supprimer, que vous avez une alerte qui se met, ça peut être désagréable. Alors que si jamais vous avez tout le temps ça sur une liste, vous pouvez en supprimer assez rapidement, beaucoup plus rapidement. Et peut-être pas besoin de faire un choix avec des cases à cocher, etc. à développer. Pour le coup, ça peut peut-être simplifier un petit peu si jamais il y a besoin d'en supprimer quelques-uns, mais pas tout supprimer d'un coup. Voilà. Ensuite, on a l'affordance, un joli mot. L'affordance, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que quelque chose, son apparence induit une fonction. Ça veut dire que, par exemple, ici sur les 3 interrupteurs que vous avez, normalement, vous avez déjà vécu un tout petit peu, vous devriez savoir que l'élément de gauche, il faut le lever, l'élément du centre, il faut le appuyer dessus, et l'élément de droite, il faut le faire tourner. L'affordance, donc, c'est quelque chose qui résulte d'une expérience un peu générale de différentes choses. Mais si jamais l'élément du milieu, il fallait tourner, je pense que la plupart des gens y arriveraient. Ils appuieraient une fois dessus, il ne se passerait rien, ils comprendraient que c'est rond, ils vont continuer à tourner. Mais il faut bien comprendre que là, pour le coup, il y a eu un moment où on a fait une action et elle ne correspondait pas. Et ça, en web, faire une action qui ne correspond pas à ce qu'on veut, vu que c'est assez virtuel pour certaines personnes, ça peut être encore plus... J'ai rien compris. D'ailleurs, d'où le bouton, une fois que j'ai une erreur, je clique partout jusqu'à temps qu'il puisse y avoir d'erreur parce que je ne comprends pas. Mais voilà, donc l'attention à l'affordance erronée. Si jamais j'ai quelque chose qui ressemble à quelque chose où on appuie dessus, je ne m'amuse pas à faire en sorte qu'il soit cliquable. Je ne sais pas comment techniquement c'est possible. Donc en web, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à gauche, c'est une zone avec des bords arrondis de couleurs. Ça ressemble à un bouton. Au milieu, là en haut, c'est ce qu'on appelle un ghost bouton. C'est pas top, mais au moins c'est de couleur, ça a toujours des bords arrondis. Et à droite, on a un lien, ce qui est souligné sur le web par notre expérience, c'est cliquable. Par contre, en dessous, le bouton, ça ressemble à un titre. Donc, c'est pas naturel. Au milieu, c'est des ghost boutons, là où on ne sait pas trop. C'est un titre, c'est pas un titre, ça va dépendre des thèmes de WordPress qu'on va trouver. Il y en a un, ça va être un titre, d'autres pas un titre. Ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de bord arrondi, certes, ça a une forme carrée, c'est pas ouf. Et à droite, ça ressemble à du texte, quoi. Et puis inversement, si jamais ça c'était un titre, pareil, pas bon. Le truc c'est qu'il faut respecter ces conventions-là. Alors, s'il y a des gens qui disent ouais mais moi j'aime pas les bords arrondis,
c'est pas une question d'aimer ou pas aimer en fait. Il n'y a pas une question d'aimer ou pas aimer. Il y a juste un moment, est-ce qu'on veut que les utilisateurs comprennent facilement ou est-ce qu'on veut qu'ils cherchent? Et là pour le coup, on est sur une autre démarche, on est une démarche artistique, pourquoi pas, de l'utilisateur va chercher dans l'interface qui est cliquable ou pas. Quand on est sur un applicatif qui doit faire quelque chose, l'utilisateur il a peut-être autre chose à faire. Voilà, c'est pour la performance. Ensuite, on a l'architecture. Alors là, j'ai pris un exemple, c'est quoi? C'est du site e-commerce pour des livres. Ça marche pour du site e-commerce général, mais ça marche aussi pour des applicatifs. Ça, c'est la technique, ce qu'on appelle le tri de carte, ce qui est une technique que vous connaissez peut-être en fonction, qui est une technique très simple et qui est facile à mettre en place, qui est facile à expliquer à des personnes et qui est facile d'avoir des bons résultats avec. Je prends toutes mes rubriques. Alors, il faut bien que ça soit une rubrique, il faut bien que le terme il soit compréhensible, que toutes les rubriques soient un peu complémentaires, pour que ça fasse un site global, et que chaque terme soit exclusif. Et donc à partir de là, on met tous sur des post-it. Donc par exemple, imaginons on prend les post-it jaunes, on les met tous ensemble, et on donne ça à un utilisateur ou alors quelqu'un de l'équipe, hein, si jamais on n'a pas d'utilisateur sous la main et qu'on n'a pas le temps, mais en tout cas une personne qui n'est pas en train de réfléchir là-dessus, et on lui demande d'organiser ces choses-là avec plus ou moins de contraintes. Sans contraintes, c'est faire des groupes. Avec contraintes, ça peut être faire de 1 à 7 groupes, par exemple. Bien que 1, c'est pas top, donc de 2 à 7 groupes. On peut lui donner des catégories, donc là des grandes catégories, où on peut le laisser libre de créer lui-même ses propres catégories. Donc en fonction du besoin, on peut arranger ça. Par exemple, sur des applicatifs plus, on peut prendre sur Facebook, par exemple, tout ce qui va être relatif dans les options. Est-ce que les options, ça va être de l'option plutôt de confidentialité? Est-ce que ça va être plutôt de l'option de sécurité? Parce que des fois c'est proche. Et qu'est-ce qui va être le plus naturel? Donc ça, on va pouvoir réutiliser ça plusieurs fois sur plusieurs utilisateurs. Et on va pouvoir faire un mix de tout ça. Et ça va permettre d'avoir... parce que on a tous un peu notre idée. Et justement, c'est bien même des fois de se faire soi-même et puis après de comparer avec quelqu'un d'autre. Mais si on le fait juste soi, des fois ça peut être un peu compliqué parce que derrière, chacun n'a pas la même vision. Et par exemple, là, si un utilisateur s'est dit gastronomie, ouais, mais gastronomie, il y a quoi dedans? Et qu'on lui dit, il y a des trucs sur comment faire des burgers, des choses comme ça, mais des choses assez de tous les jours, il va se dire, moi j'aurais plutôt vu ça dans un truc cuisine, parce que pour moi, c'est pas de la gastronomie, etc. Et ça permet de discuter autour d'une architecture globale. Ce qui va être important après pour le reste, parce que si jamais déjà l'architecture est bancale, ça va être compliqué de faire des choses. Après, on va pouvoir faire des liens qui vont les uns avec les autres. Mais si jamais l'architecture de base est complexe, ça risque d'être compliqué après de faire quelque chose de propre. Ensuite, on a l'apprentissage externe. L'apprentissage externe, c'est le respect des conventions. C'est très important. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut tout le temps respecter les conventions. Je dis qu'il faut très bien les connaître pour pouvoir, si jamais on veut, les casser. Mais si jamais on ne les connaît pas, on fait un peu n'importe quoi en fait. Et ça peut arriver très vite. Il suffit qu'on ait une équipe marketing qui a trop des idées de ouf et tout de suite on fait un peu n'importe quoi. Donc votre visiteur, oui, il vient avec... Il n'arrive pas sur votre site, il n'a jamais vu Internet. Si jamais c'est un site de vente en ligne, il est déjà allé sur Amazon, ou en tout cas il connaît déjà la Fnac, ou il connaît déjà un autre site. Si jamais c'est un site de type présentation, pareil, il connaît déjà. Normalement, il n'arrive pas juste sur votre site, il vient découvrir Internet, et c'est la première chose qu'il voit, c'est votre site. Donc capitalisez là-dessus. Essayez de ne pas réinventer la roue sur certains aspects, puisque ça risquerait d'avoir un sentiment de « je comprends pas, il faut que je réfléchisse, il faut que je comprenne de ce qu'ils vous ont voulu dire, etc. » Et souvent, ça veut dire le site, je ferme et je vais sur un autre, en résumé. Donc, convention de vocabulaire. Sur un site e-commerce, par exemple, c'est plutôt mon panier ou quelque chose qui est proche de ça. On va éviter de mettre, par exemple, ma besace, mon super je sais pas quoi. Parce qu'à partir du moment où on va changer ça, alors on peut le faire. À partir du moment où on assume ce fait-là, qu'on va perdre des utilisateurs et qu'on va vouloir faire quelque chose de différent, on peut essayer de casser ça, c'est pas un souci, mais il faut en avoir clairement confiance qu'on va perdre une grosse masse d'utilisateurs lambda qui ne va pas comprendre ma besace, ce que ça veut dire. Pareil sur la localisation, un menu c'est plutôt en haut, plutôt à gauche, ça ressemble à quelque chose d'interactif, etc. Un logo c'est plutôt en haut à gauche sur un site parce que quand la personne arrive sur le site, elle identifie tout de suite sur quel site elle se trouve. Convention d'interaction sur les différentes choses, quand on envoie un formulaire, on aime bien avoir un retour, etc. Alors bien sûr, encore une fois, on peut casser, par exemple sur un site de marque de luxe où on arrive, on a un écran avec juste une image
un logo au centre et un menu en bas, ça peut le faire, à partir du moment où le menu est tout le temps visible, quelle que soit la taille de l'écran, parce qu'il n'y a que ça sur la page. Donc là, je vais pouvoir dire, ok, je casse cette règle-là, mais après, il faut considérer que dans le site, il va falloir bien déterminer que le menu soit toujours présenté de la même façon, etc. Donc ça implique de réfléchir plus longtemps. Ça ne veut pas dire que c'est infaisable et que si jamais quelqu'un ne fait pas comme les grandes conventions, ne fait pas comme Amazon, c'est pas bon. Mais il faut considérer que si jamais il y a un souci derrière, il faut peut-être se dire, bah ouais, mais mon choix d'ergonomie, je sais pourquoi j'ai perdu des utilisateurs et il faut peut-être le rechanger. Donc voilà, par exemple, un moteur de recherche, les gens vont chercher un input blanc la plupart du temps pour un moteur de recherche. Donc le mettre de couleur, c'est bien, mais il faut savoir qu'il y a peut-être des gens qui ne vont pas le repérer. Alors si vous gardez la convention de la localisation qui est toujours plutôt située en haut du site et que vous le mettez d'une autre couleur, bah, voyez, vous enlevez un élément de convention, mais vous en gardez un autre, donc ça peut peut-être toujours marcher. Mais si vous le mettez en bas à droite et puis comme les éléments du dessous, personne ne les trouvera. Et ça, vous pouvez essayer, enfin, non, pas personne ne les trouvera, les gens motivés les trouveront. Mais les autres, ça veut dire 90%, ils ne le trouveront pas. En haut à droite, convention sur les pictogrammes. Les pictogrammes, c'est bien d'être original. C'est super bien d'être original, mais il y a des conventions. Donc là, par exemple, le bouton quit, enfin shutdown, l'icône shutdown, c'est bien, mais sauf que ça a une autre signification. Et on peut pas dire, ouais, mais les gens, non, les gens, ils ont une signification, ils vont se dire, je comprends pas, il y a un problème. Alors, bien sûr qu'il y a marqué ajouter au panier, que si jamais c'est situé au bon endroit, ils vont quand même peut-être cliquer dessus. Mais ils vont avoir un moment de perte de confiance. Et par exemple, sur un site e-commerce, si jamais on ne comprend pas où on est, on a une perte de confiance directe. Alors que la première chose qu'on essaye d'avoir sur un site d'e-commerce, c'est justement gagner la confiance de l'utilisateur. Donc c'est pour ça, en respectant les conventions, en étant dans quelque chose que les gens connaissent, on va tout de suite mettre un sentiment de confiance. Plutôt que si on est sur quelque chose qui ressemble à rien. Alors certes, ça peut être très intéressant intellectuellement, mais en termes de business, pas sûr. En bas à gauche, bah voilà, éviter d'inverser les termes. Valider, c'est plutôt à droite, puisqu'on va vers l'avant, et puis annuler plutôt à gauche, désolé pour les gauchers, comme ça. Et puis sur les couleurs, et puis pareil, là, sur précédent suivant, un suivant, on va à droite, donc on met les boutons à droite, précédent à gauche. Et puis pareil, une petite chose, un petit détail, si jamais vous avez des flèches à mettre dans des boutons, essayez de le mettre du côté où la flèche va. C'est-à-dire que si jamais j'ai un bouton annulé avec une flèche, même si tout le temps mes icônes sont à droite, mieux de mettre la flèche à gauche, ou pas mettre de flèche du tout. Parce que c'est contre-naturel d'avoir un bouton comme ça en fait. On ne comprend pas trop. Là on pourrait croire que c'est un truc qui va s'ouvrir ou des choses comme ça. Et c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un bouton comme ça qui va avoir la flèche vers la droite, on avance, et puis la flèche de l'autre côté, la flèche vers la gauche. Voilà, petit détail de... comme ça. Ensuite, une fois que les gens sont arrivés sur notre site, et ça c'est bien, le mieux c'est de les garder, et si jamais ils restent, c'est de rester cohérent à travers les différents slides. Comme là, dans le fond, on a un jeu vidéo, c'est pareil, sur un jeu vidéo, on arrive, si on change les règles à tous les niveaux, ça peut vite être compliqué. Ça peut être un choix de game design, mais ça peut être compliqué. Sur Mario, quand on appuie sur sauter la première fois, après maintenant, on sautera tout le temps. Donc, essayez de fluidifier ça, donc pareil, cohérence de vocabulaire. Si vous avez choisi tout à l'heure ma besace au lieu de mon panier, bah foncez, gardez ça, mettez pas à d'autres endroits, ajoutez mon panier. Et en haut à droite, ma besace, etc. Assumez votre choix à fond et restez cohérent. Cohérent de localisation, pareil, vous avez choisi de mettre votre menu à gauche, laissez-le à gauche, ne le changez pas à chaque page. Et cohérent d'interaction, ça veut dire quoi? Ça veut dire éviter ça. Et alors, ça peut paraître très imagé, mais ça arrive vraiment. Quand on fait un choix comme ça, certes, peut-être qu'en termes de design, ça peut être très joli. Bon, là, c'est très moche, mais ça pourrait être très joli. Mais c'est pas naturel. Ici, on a choisi de faire notre navigation en bleu, on va garder les éléments de navigation en bleu. Après, ça peut être un autre choix, ça peut être de garder des couleurs, etc. Mais il faut considérer que plus on va rajouter de complexité, plus l'interface va être difficile à comprendre. Et là, donc voilà, on a du bleu un peu partout, on ne se pose pas de questions. Notamment sur les titres, enfin, le souligné, mais ça je pense que tout le monde le sait, ici c'est le souligné, en web c'est un lien. Peu importe ce qu'il arrive, on va vouloir cliquer dessus. Et donc là, les titres sont en jaune, si il y a des éléments en jaune, ben on va penser que c'est un lien, etc., etc. Donc voilà, je pense qu'après, ouais. Il y a des choses, donc c'est un livre, si vous avez un livre à lire, si ça vous intéresse, c'est simple à lire. C'est l'ergonomie web, donc je crois qu'elle en est à la 3e édition, qui reprend tous les points vraiment, mais là, tout.
et qui va permettre d'avoir un point de vue. Donc les personas, c'est très bien expliqué, mais même ça, il y a pas mal d'exemples, même si les exemples sont un petit peu, commencent à vieillir, ils sont toujours totalement justes sur des sites réels, avec des bonnes interfaces et des mauvaises interfaces, et des fois ça joue à pas grand chose. En termes de design, on pourrait dire ouais, même l'interface ergonomique est pas ouf, mais en fait quand on commence à lire les détails, les choses, on se rend compte que des tout petits détails. Notamment, il y en a un sur Amazon qui est un détail, alors je ne sais pas s'il est dans ce livre-là ou autre, mais quand vous avez un menu sur la gauche dans Amazon, quand vous passez sur les éléments, il y a un second panel qui s'ouvre. Et quand vous ferez le test, alors ça c'est qui a expliqué, mais quand vous passez sur le lien, ça s'ouvre. Et donc après, vous déplacez votre souris comme ça, et comme ça marche. Mais si même vous déplacez votre souris en diagonale, normalement, vous passez sur un élément autre. Donc ça devrait changer le menu. Mais si vous avez un certain angle, il y a un script JavaScript qui va permettre de détecter qu'on veut aller de l'élément où on est over sur l'autre élément, et donc il ne va pas déclencher les autres éléments de menu. Il faut aller voir ça sur Amazon, je crois que c'est sur Little Big Details qu'il y a l'explication complète. Et c'est des petits détails comme ça qui font que si jamais ils n'avaient pas fait ce script-là, le menu d'Amazon est inutilisable, clairement. C'est vraiment des tout petits détails d'ergonomie. Si jamais après on a 2 secondes, je vous montrerai sur l'ordi. Ensuite, on a GoodUI qui est une liste de... alors c'est en anglais, mais c'est schématisé sur les bonnes utilisations ou autres. D'ailleurs, sur l'exemple un petit peu avant, c'est une reprise simplifiée d'un de ces exemples. Et c'est très... Enfin, voilà, il y a du marketing, il y a un peu de psychologie légère et il y a beaucoup d'ergonomie. Ensuite, on a Charles Prévost qui fait un UX/UI qui est intéressant, qui est là un peu plus dense à lire, mais c'est des histoires de... Voilà, il a voulu commander des choses sur Toys R Us, il va expliquer tout le process et c'est intéressant de voir. Après, c'est pas... Voilà, faut aimer la chose. The User is Drunk, qui est une vidéo de 4 minutes, je vous conseille d'aller la voir, elle est en anglais, mais elle est très bien. Et enfin, là, une conférence d'1 heure sur le mobile de futur, qui sont des règles d'ergonomie, notamment sur mobile, qui sont intéressantes, qui sont à la fois applicatifs ou web. Donc ici, en fait, quand vous passez sur l'élément, normalement, vous devriez faire ça et ça pour aller chercher l'élément, puisque ici, vous avez les autres onglets. Mais quand vous vous déplacez en diagonale, donc il faut que j'aille assez vite parce que sinon il y a un timer, vous voyez que automatiquement, ça ne le déclenche pas. Par contre, si jamais j'attends un petit peu, au bout d'un certain temps, ça va le déclencher. Ça, c'est du détail, enfin pour moi, ça c'est du détail qui est du détail d'ingénierie, parce que c'est du JavaScript derrière, etc. Mais qui est un détail qui fait que si jamais ils n'avaient pas mis ça en place, c'est impossible de faire un menu comme ça, parce que toutes les 2 secondes, vous allez faire ça, et vous allez déclencher les autres menus. Voilà, c'est des petits détails comme quoi, là, ça c'est clairement les développeurs. Alors, soit c'est les développeurs, soit c'est l'équipe ergonomique, j'en sais rien, mais il y avait un développeur à un moment qui y a réfléchi, quoi. Et ça, c'est là où c'est intéressant, voilà, la personne qui va construire l'interface, peut-être que le designer va avoir pensé un super menu comme ça, mais il n'y a que la personne qui va intégrer, qui va développer le truc, qui va pouvoir se rendre compte peut-être du problème, parce que tant qu'on ne l'a pas eu en main, alors après c'est peut-être au niveau des tests, mais si jamais le développeur se rend compte directement, c'est une meilleure chose. Et si jamais il peut corriger directement le tir, à ce niveau-là, ça peut simplifier l'interface. Voilà, c'était l'exemple Amazon. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Peut-être. On a le temps pour les questions. Ouais. Vas-y. Non. Moi j'ai une question. Ouais. Alors, je sais pas si c'est une question à prendre, mais les boutons avec juste des pictos sans texte. Pour ou contre? Plutôt contre de base, plutôt contre. Après ça va dépendre. Parce que c'est quand même la tendance. Mais mieux vaut avoir un tout petit label, quelque chose. Après ça va dépendre parce que si jamais c'est un applicatif qu'on utilise tous les jours et qu'on y a une phase d'apprentissage, ça va être moins gênant. Si jamais c'est un site où on vient une fois, ça va y avoir un problème. Parce qu'il faut faire le temps d'apprentissage et on ne va pas revenir, on va avoir perdu ce temps d'apprentissage. Sur un applicatif de type mobile ou c'est une application genre Twitter qu'on va utiliser tous les jours, le petit icône pour écrire, c'est pas grave si mais la première fois on a 2 secondes pour y réfléchir. Voilà, ça va dépendre, ça va vraiment dépendre du contexte et de quelle utilisation on a. Si jamais c'est du one shot, mieux vaut mettre un label, que les gens n'aient pas passé sur toutes les choses, à comprendre tout. Voilà, ça va dépendre en fait vraiment du contexte. Mais de base, je dirais plutôt avec label. Ouais. Au niveau ergonomique, Ouais. qu'est-ce que tu reprocherais à la majorité des sites de ville? Site de ville, de mettre la météo.
À chaque coup qu'il y a un site de ville, il demande la météo. Alors voilà un exemple type de j'ai pas réfléchi à comment l'utilisateur va chercher la météo. Il va sur Google et tape le nom de sa ville et la météo. Il va pas aller sur le site de sa ville. Premier exemple de base. Après, souvent en termes d'architecture, c'est vachement complexe, justement parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de réflexion, justement, il n'y a pas eu ce fameux tri de cartes. Et pour le coup, il y a un cerveau qui a réfléchi à l'organisation et des fois c'est un peu complexe de retrouver de l'information qu'on cherche. Les horaires de la mairie qui ne sont pas en première, qui sont pas disponibles partout. Je trouve ça pour une mairie, alors après ça va dépendre de l'ampleur de la mairie, mais la plupart du temps quand on tape la mairie, au premier temps c'est qu'on veut savoir si c'est ouvert ou pas sur nos heures de boulot, enfin sur nos heures de pas de boulot, et après on se rend compte qu'il faut prendre une journée. Voilà, mais la chose de ne pas avoir les horaires d'une mairie sur un site de mairie, voilà. Après si c'est un site de ville, d'une grosse ville, ça va être différent parce que c'est pas le site d'une mairie. Mais si c'est le site d'une ville, après je sais pas, je n'ai pas plus étudié la question que ça, mais sur les mairies, ouais, la météo et pas les horaires, c'est redondant, mais c'est inutile, quoi. Ou alors mettre l'heure aussi. Pourquoi? Pourquoi? Enfin, tout le monde a une montre, un truc sur son ordi, sur son mobile, il fait montre, pas besoin de mettre l'heure, quoi. Bon, bref, détail. Mais après, sur les sites de ville plus de type actualité, ça dépend de la ville et ça dépend de plein de choses. J'avoue que je ne vais pas tous les jours sur les sites de ville. C'est comment organiser un cours très hétérogène. Très hétérogène, bah là ça va être très compliqué justement, faire des grosses rubriques ou alors avoir des accès directs sur des thèmes qui sont en fait c'est-à-dire qu'une fois que l'arborescence est complexe, refaire des liens en fait, par exemple je vais avoir, je suis entrepreneur, hop, je clique et là je vais avoir des informations sur l'entrepreneuriat dans la ville, etc. Et d'avoir des axes qui peuvent être à ce niveau-là. Et justement, alors attention, je ne sais plus quel site de ville avait fait ça, c'était un menu, quand on apparaissait, il y avait 200 000 pictos. Non, parce que en plus, il faut considérer que mieux vaut être un peu plus large au début et avoir des accès rapides, plutôt qu'avoir des menus trop denses, parce qu'il faut savoir que le cerveau humain, la moyenne, c'est entre 5 et 7 éléments, il est capable de se souvenir. Et quand on fait choisir dans une liste plus importante, ça devient compliqué. Si on a 15 éléments à choisir, ça devient... on galère un petit peu, quoi. Donc mieux vaut séparer. Après, là, il faut étudier clairement le truc. Mais ouais, c'est vrai que les sites de vie sont pas faciles parce que justement, il y a cette information qui est assez dense. Mais en général, on peut quand même le découper en grosses parties et à retrouver après pour des choses un peu plus... justement, c'est l'intérêt d'avoir des cibles, de savoir quelles sont les grosses cibles pour justement axer le contenu principal sur ces grosses cibles-là, et avoir des cibles secondaires, peut-être avec des accès rapides et des petits guides où on retrouve des pages qui sont disséminées dans les différentes rubriques. Ça peut être ça aussi. D'autres questions? Ah bah, vas-y, c'est parti. Est-ce que les règles d'ergonomie sont toujours compatibles avec les normes d'accessibilité? Normalement, oui. Et justement, elles cèdent la plupart du temps. Après, il y a certaines choses... Normalement, la plupart du temps, oui, parce qu'on parle de contraste. Le contraste, ça va être de l'ergonomie. Donc, oui. Tu vois, tout à l'heure, je voyais dans ton exemple de fixe bouton, la petite pop-up qui apparaît juste à côté de l'endroit où on a cliqué. Ouais. Tu parlais d'un bouton oui. Parce que c'était relié effectivement visuellement. En accessibilité, un lien ou un bouton, normalement, doit... Oui, mais avec de l'ARIA, après, tu peux lui mettre un texte, autre. Là, tu vois, ça va pas être en opposition. C'est juste que ça va demander plus de taf, mais ça va pas être en opposition. Tu peux quand même changer l'intitulé, etc. Mais c'est vrai que voilà, après, il y a différentes choses. Il y a l'ergonomie de base et justement double utilisateur. Et c'est vrai que l'accessibilité peut poser certains problèmes dans certains cas. Parce que justement, il faut beaucoup plus de travail, c'est pas infaisable du tout. Mais c'est comme le responsive, le responsive c'est carrément plus simple de ne pas en faire. Mais ça demande beaucoup de réflexion d'en faire. Mais mieux vaut en faire quand même, voilà. D'autres questions? Vas-y, fais-toi plaisir. Tu parlais d'apprentissage externe en respectant les conventions. Et justement, est-ce qu'en respectant les conventions, tu peux être, un mot un petit peu barbare, disruptif? Oui, parce que,
Après, ça veut pas dire que si jamais tu respectes une convention, t'es une copie exacte en fait. Et justement, et comme j'expliquais, en fait, les conventions, l'important c'est de très bien les connaître, d'essayer de les respecter le plus possible. Mais après, si jamais tu veux faire vraiment original, tu peux y aller. Mais par contre, il faut savoir dans quoi tu t'engages. Il faut assumer le fait que tu t'engages là-dedans, il faut comprendre dans quoi tu t'engages. Et c'est là où c'est le plus important. L'important, c'est pas de dire je respecte les conventions pour respecter les conventions. L'important, c'est ok, maintenant je vais péter une convention, qu'est-ce que ça entraîne, quels sont les problèmes et qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir corriger après pour corriger le tir si jamais certaines personnes, ou dire bah voilà, je sais que ces personnes-là ou cette chose-là vont pas comprendre et c'est pas grave, je m'en moque parce que c'est pas mon but. Mais chez nous qu'on prenne une galerie, une vente de tableaux, d'art, etc. et qu'on sait qu'on a un public qui aime bien réfléchir, etc. Là on va peut-être pouvoir casser. Ou pas, ça va dépendre, mais si on veut cibler des gens où ils vont s'investir dans notre truc, ils vont avoir du temps, etc., on va pouvoir être original. Mais il faut savoir, justement, grâce à savoir quels sont les objectifs, quelles sont les cibles, etc., savoir quelles sont les règles qu'on peut casser, les autres, quelles sont celles qu'il faudra mieux éviter, quoi. Voilà, c'est